Donc j'attends bien que tout démarre. Voilà. Je suis pro maintenant. Alors, mes chers collègues, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour étudier ce rapport que vous allez nous présenter tout de suite. Donc, depuis la loi de 2005, tout enfant a le droit d'être accueilli à l'école. La France a donc mis en place un modèle qui privilégie la scolarisation en milieu ordinaire pour les enfants en situation de handicap, mais a néanmoins choisi de conserver une prise en charge spécialisée au sein d'établissements médico-sociaux. Lors de son audition devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation dans le cadre du PLF pour 2024, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a rappelé le chemin parcouru vers cette école inclusive. Depuis 2017, en effet, le nombre d'élèves en situation de handicap accueillis en milieu ordinaire a augmenté de 36% et a été ainsi porté à plus de 475 000 lors de cette rentrée. Il n'en reste pas moins que de nombreuses difficultés perdurent pour les parents d'enfants en situation de handicap et que certains ne trouvent pas de solution. C'est pourquoi notre délégation a souhaité se pencher sur la question de l'instruction des enfants en situation de handicap et a confié cette mission à deux rapporteurs, Mme Servane Hugues et M. Alexandre Portier, qui vont nous présenter les conclusions de leurs travaux tout de suite. En tout cas, pour ma part, je tiens à vous remercier pour le travail qui a été fait. Je tiens à remercier également notre administratrice qui vous a accompagné. Et je pense qu'il y aura des choses à essayer de tirer dans les prochaines semaines. Mais je vous laisse présenter votre travail à nos collègues. Merci Madame la Présidente. Je vais entamer la présentation et Servane poursuivra. Bonjour chers collègues, après de nombreux échanges de terrain, plus d'une vingtaine d'auditions et un déplacement à Londres, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter les conclusions de notre mission d'information sur l'instruction des enfants en situation de handicap, menée grâce à l'efficacité de notre administratrice, que je tiens évidemment à remercier. Cette école inclusive, on la doit à la loi du 11 février 2005, portée sous la présidence de Jacques Chirac, loi qui aura bientôt 20 ans. Et la question pour nous, c'était où en sommes-nous? Quel bilan pouvons-nous en tirer? À la rentrée 2022, 436 000 enfants en situation de handicap étaient scolarisés contre 210 000 en 2004. Quantitativement, les chiffres sont donc flatteurs. Qualitativement, c'est évidemment beaucoup plus contrasté. D'abord parce que sur le plan administratif, on observe des lourdeurs fortes et récurrentes. Nombreuses sont les familles qui se sentent souvent seules et impuissantes face à ce qu'elles désignent comme un mur administratif, à la fois complexe et opaque, qui rend fréquemment difficile le dialogue avec les pouvoirs publics et la mobilisation des droits. Ensuite, les familles doivent remplir de nombreuses formalités et se plaignent en particulier des délais. Si légalement la MDPH doit se prononcer sous un délai de 4 mois, les réponses, en pratique, attendent en moyenne 6 à 8 mois. L'obtention du matériel pédagogique peut prendre jusqu'à plus d'1 an, parfois même davantage dans certains départements. Ensuite, ces démarches sont répétitives. Les parents sont souvent dans l'obligation de redéposer un dossier tous les ans, ce qui n'est pas toujours pertinent pour un certain nombre de handicaps, par exemple les troubles du neurodéveloppement ou les polyhandicaps. De manière bien différente du système anglais qui est davantage décentralisé, le système français souffre d'une rigidité que déplorent les familles. Bien souvent, le repérage d'un trouble s'effectue à l'école après plusieurs années durant lesquelles le handicap s'est aggravé. On a pu aussi observer que certaines académies refusaient par exemple d'honorer une notification intervenue en cours d'année scolaire au motif que le budget alloué aux AESH était calculé, lui, en début d'année scolaire. Sur le plan scolaire, on a aussi constaté des pratiques très hétérogènes. Matériellement déjà, la mise en accessibilité des bâtiments ne garantit pas qu'ils soient adaptés à la multiplicité des handicaps. Les espaces ne sont pas pensés et conçus pour le handicap. Et il ne suffit pas de mettre des enfants en situation de handicap dans une salle de classe. Des progrès restent aujourd'hui à accomplir dans la transformation matérielle de l'école, par exemple pour la prise en charge des troubles cognitifs. Humainement, et c'est évidemment le point essentiel, le recours massif aux accompagnants pour enfants en situation de handicap, ce qu'on appelle les AESH, sujet dont on débat régulièrement ici, est devenu le deuxième métier le plus présent dans l'éducation nationale, mais le recours aux AESH apparaît comme une réponse partielle et problématique, notamment par son instabilité. Quand un enfant, et on a eu des retours nombreux sur ces sujets, quand un enfant peut avoir jusqu'à 8 AESH différents dans une même année, nous sommes clairement dans un système qui est contre-productif, encore plus dans la gestion de certains troubles comme l'autisme. La formation est le grand point noir de l'école inclusive. N'est-il pas curieux, par exemple, de voir les 60 heures de formation dispensées après le recrutement? Il nous a été rapporté que dans certains cas, cette formation s'était même résumée à la distribution d'une simple clé USB. Côté enseignant,
Si ceux du premier degré sont sensibilisés au handicap, on en est loin pour ceux du second degré, ce qui est aussi très révélateur des ambitions limitées que nous portons pour nos jeunes. Et enfin, derrière le chiffre de 430 000 élèves, le suivi statistique s'avère dans le détail clairement défaillant. Dans certains cas, un enfant bénéficiant d'une heure de scolarisation par semaine sera comptabilisé comme scolarisé. Pire encore, il ne nous est pas possible de vous dire aujourd'hui clairement combien d'enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés. Et donc il reste beaucoup de trous dans la raquette, face auxquels nous avons listé 35 propositions et recommandations que vous trouvez dans le rapport pour permettre d'engager pleinement l'acte 2 de l'école inclusive. Je ne pourrai pas toutes les parcourir, j'évoquerai simplement quelques points. Premièrement, tous les enseignants et les intervenants doivent enfin être formés de manière obligatoire à la question du handicap, y compris dans le second degré, faute de quoi on ne portera jamais nos jeunes vers le lycée et l'enseignement supérieur, où leurs chances de parvenir sont aujourd'hui clairement moindres. Deuxièmement, la gestion des AESH doit valoriser leur expérience et leur expertise. Nous préconisons ainsi d'affecter davantage les AESH en fonction de leurs expériences passées et de garantir ainsi la stabilité de leur affectation dans l'intérêt de l'enfant accompagné. Troisièmement, pour simplifier les démarches des familles, nous recommandons la mise en place de notifications non plus à l'année, mais au cycle scolaire, quand c'est adapté. Enfin, et c'est un point qui nous rassemble et qui nous tenait à cœur, nous devons faire évoluer en profondeur l'articulation entre milieu scolaire et milieu médico-social. L'école inclusive ne doit pas et ne peut pas se faire contre le médico-social ou l'institution, mais toujours avec. L'expertise du médico-social doit être valorisée et mise au service du projet scolaire. Depuis quelques années, par exemple, sur le modèle de l'autisme, une voie intermédiaire de scolarisation se développe en se fondant sur l'implantation d'unités d'enseignement spécialisées au sein de l'école ordinaire. En ce sens, nous recommandons de favoriser l'intégration d'outils médico-sociaux directement dans les établissements et les cités scolaires. C'est l'occasion, par exemple, que nous offre la baisse de la démographie scolaire que de redéployer justement les moyens au sein des cités scolaires. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette intégration? Précisément pour que l'expertise puisse servir de support non seulement aux élèves en situation de handicap au quotidien dans leurs établissements, mais aussi en vérité à tout le personnel de l'éducation nationale qui ne se sent pas toujours assez outillé et préparé à la multiplicité des questions que pose l'inclusion scolaire. Au final, à travers l'acte 2 de l'école inclusive, nous appelons à l'intégration du médico-social dans l'école, pour être très clair, à la fois pour mieux faire progresser la cause du handicap dans notre société, mais aussi pour rendre l'école elle-même plus attentive à la singularité des parcours, que l'enfant soit en situation de handicap ou non. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous nous réunissons donc aujourd'hui pour examiner le rapport issu des travaux de la mission d'information que nous avons menée, Alexandre Portier et moi-même, sur l'instruction des enfants en situation de handicap. À titre liminaire, je souhaite remercier chaleureusement la présidente de la délégation aux droits des enfants, Perrine Goulet, qui s'attelle à un travail de fond sur des sujets toujours en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Je remercie également les administrateurs et tout particulièrement Anne Roquezani pour son aide précieuse. Cette mission d'information est le fruit de plus de 20 auditions et de 2 déplacements réalisés en 6 mois. Une visite de l'unité d'enseignement de l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, les Amis de Laurence à Paris, et un déplacement à Londres avec une visite notamment d'un lycée français, mais également d'un établissement du secondaire et du Department for Education. Nous avons entendu des associations, des instituts de formation, mais également des syndicats d'enseignants, des fédérations et aussi des acteurs publics tels que le Conseil national consultatif des personnes handicapées, la délégation interministérielle à l'autisme, mais également la DGESCO, la DGCS, la CNSA et enfin le Défenseur des droits. Présenté en 3 parties, ce document revient tout d'abord sur le cadre juridique et les bases posées par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans un deuxième temps, sont présentées les lacunes de notre système actuel, tenant en particulier à une complexité des démarches et à des disparités territoriales amenant à un manque d'effectivité des droits. Enfin, nous avons fait le choix de proposer, avant de livrer plusieurs recommandations, un développement sur notre vision pour favoriser une scolarisation effectivement inclusive. Nous recommandons premièrement de sortir du tout inclusif et de recentrer une approche autour des besoins de l'enfant. En somme, nous proposons de repenser quelque part l'école inclusive. La loi de 2005 prévoit 2 piliers. Le premier concerne l'accessibilité centrée sur l'environnement et le deuxième concerne la compensation, droit individuel notifié par la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH.
Un nouvel équilibre doit être introduit dans l'application de la loi au profit du volet accessibilité. Cela suppose donc de repenser l'environnement scolaire en favorisant un bâti scolaire plus adapté, certes, mais aussi des transports scolaires plus inclusifs et un matériel pédagogique adapté disponible. De plus, l'utilisation de la communication alternative et améliorée, la CAA, permet d'inclure dans une classe des élèves présentant des troubles de la communication. Je pensais que c'était vraiment très important de le mentionner, car nous avons pu constater lors de nos visites l'intérêt particulier de cette technique. Nous préconisons notamment de sensibiliser tous les enseignants à cette communication avec l'élaboration d'un kit école qui serait remis à chaque enseignant. Nous recommandons deuxièmement de favoriser les formations croisées et le partage d'expériences entre les personnels de l'éducation nationale, mais également les AESH et les professionnels du secteur médico-social. Les enseignants, je reviens sur les propos de mon collègue, sont censés bénéficier d'un module de formation obligatoire de 25 heures de sensibilisation au handicap. Toutefois, ces heures ne sont pas toujours dispensées, sans compter que les enseignants en poste avant la loi de 2005 n'ont pas d'obligation de suivre ce type de formation. Ce déficit de formation touche également les AESH, nous ne le savons que trop, 60 heures souvent après l'entrée en fonction. Il est donc pour moi impératif que les enseignants suivent une formation initiale, y compris dans des établissements spécialisés. Nous devons recentrer absolument l'inclusion au cœur des missions de l'enseignant par un engagement prononcé sur des méthodes pédagogiques innovantes et adaptées. Par ailleurs, l'aide humaine ne peut être la seule solution proposée. Elle va de pair, comme évoqué plus tôt, avec tout un environnement scolaire adapté. Troisièmement, nous recommandons de soutenir au maximum le rapprochement de l'éducation nationale et du médico-social. Il convient alors d'assigner de nouveaux objectifs à la scolarisation inclusive qui ne vise plus seulement la performance scolaire, mais une progression dans les apprentissages, une voie vers l'autonomie. Cette plus grande articulation entre deux univers, l'éducatif et le soin, est le principal défi de l'école inclusive. Et d'ailleurs, lors de notre déplacement à Londres, nous avons pu voir que c'était une solution qui était évidente. Nous proposons donc d'encourager la coopération entre la culture éducative et médico-sociale, ce qui suppose d'investir massivement dans le recrutement de professionnels de santé et de prévoir des plateaux techniques au sein d'établissements scolaires de référence. Enfin, nous apportons quatrièmement une attention toute particulière à certains handicaps oubliés de notre modèle actuel. Je pense notamment aux enfants lourdement dépendants qui sont polyhandicapés. Les unités d'enseignement externalisées pour les enfants polyhandicapés, les UEEP, sont parfois inexistantes dans les instituts médico-éducatifs. La scolarisation en interne dans ces instituts est une solution alors incomplète qui ne propose pas un véritable temps de scolarisation satisfaisant. Nous préconisons de ce fait d'encourager le déploiement de ces UEEP de manière systématique dans les IME. Pour conclure, je souhaite souligner que ces travaux nous ont permis d'être complètement unanimes sur le fait que soutenir l'inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, c'est soutenir tous les enfants à besoins particuliers. Cette inclusion est au service d'un modèle de société ouvert sur l'autre, un modèle de société de tolérance, un modèle de société tout simplement humain. Je vous remercie. Merci à vous pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est, vu le nombre qu'on est, ceux qui ont des questions, comme en plus on a peut-être une suspension, qui veut commencer? Moi, je voudrais bien. Voilà. D'abord, merci Servane et Monsieur Portier pour ce rapport d'information. Je me ferai un plaisir de le lire. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que impossible de dénombrer le nombre d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Comment peut-on faire pour y avoir accès à ce nombre? Est-ce que vous avez creusé un peu? Vous avez peut-être manqué de temps parce que c'est quand même important de savoir combien d'enfants restent à la porte. Tout handicap confondu, évidemment. Donc voilà, j'aimerais savoir s'il y aura un jour une solution.
et un chiffre pour qu'on puisse quand même faire en sorte que tout soit servi de la même façon. Voilà, merci. Merci, Madame Parmentier. Oui, merci beaucoup à tous les deux pour le travail réalisé, très intéressant pour nous tous. Vous témoignez de carences graves dans la formation des professeurs et des professionnels tels que les AESH. On sait que si des formations existent, le volontarisme affiché reste trop souvent lettre morte. En ce sens, je pense qu'il faudrait avancer avec des mesures concrètes, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que ce constat unanimement partagé par les associations et professionnels auditionnés dans le cadre de votre mission appelle des réformes immédiates? Plus particulièrement, je souhaiterais vous interroger sur 2 points. Comment imaginez-vous la mise en place de votre recommandation numéro 12 qui vise à sensibiliser les directeurs d'école et chefs d'établissement à la nécessité des formations pour les AESH? Si je soutiens pleinement une telle recommandation, je m'interroge quant à la manière de la traduire pleinement dans les faits. Les AESH rencontrent souvent des difficultés pour accéder à la formation continue sur l'accompagnement des personnes handicapées. Est-ce que vous ne pensez pas que cette formation devrait être systématiquement comptée comme du temps de travail? Et moi, je pense qu'une telle mesure pourrait encourager les aidants à y accéder. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Walter. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs. Merci pour ce rapport absolument essentiel sur cette question de l'école inclusive. Je voulais revenir sur trois petits points. Le premier, ma collègue Anne Stambach-Ternoir y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais il me semble que dans vos recommandations, vous réaffirmez avec force l'importance des MDPH. Il se trouve que nous avons rejeté en commission des finances tout récemment l'article 53, qui a été ensuite réintégré à la suite du 49.3, qui instaure des pôles d'appui à la scolarité, et que de nombreuses associations s'inquiètent de ce que l'éducation nationale se retrouve à la fois donneur d'ordre et juge et partie dans la question du placement, de la reconnaissance MDPH d'un certain nombre d'élèves. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce point. Le deuxième point, c'est que vous faites plusieurs recommandations qui me semblent essentielles et de bon sens en direction des AESH et puis des équipes enseignantes, et en particulier des directeurs d'école, on vient d'en parler, des directeurs-directrices d'école. Ma question est la suivante: comment pouvons-nous donner les moyens aux AESH à la fois de se former, comme ça a été dit, puisque certaines, je parle au féminin puisque ce sont essentiellement des femmes, suivent plusieurs élèves, souvent avec des handicaps très différents, et ont besoin de se former régulièrement à l'accueil de ce handicap et à l'accompagnement de ce handicap. Et puis vous parlez dans votre recommandation numéro 10 de donc favoriser les formations croisées, les temps d'échange avec le secteur médico-social, avec les enseignants. Or, le temps de travail des AESH ne compte que le temps de présence devant élèves. Donc il y a une vraie question sur cette question de la prise en compte du temps de travail des AESH. Et j'ai envie de dire des directeurs et directrices d'école qui, s'ils doivent accompagner ce nécessaire travail d'équipe, doivent également avoir peut-être plus de temps de décharge, en particulier dans les écoles qui accueillent un grand nombre d'élèves reconnus MDPH. Et puis le troisième point, vous en parlez en filigrane parce qu'évidemment ce n'est pas le point central de votre rapport, et c'est bien normal, mais il y a dans l'éducation nationale un jeu de dominos, si vous me permettez l'expression, entre les structures spécialisées, donc les instituts médico-éducatifs, mais également les ITEP, par exemple, où il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir les élèves qui en relèvent, élèves qui sont très souvent inscrits en dispositif ULIS, et ces dispositifs ULIS se retrouvent eux-mêmes saturés, et on retrouve en classe ordinaire un certain nombre d'élèves qui relèveraient de l'éducation spécialisée. Et donc j'aimerais savoir si vous avez pu, au cours de votre travail, étudier un petit peu cet aspect des choses. Je vous remercie. Madame Martin. Merci Madame la Présidente. Ma question rejoint celle de mon collègue. Néanmoins, je souhaitais me faire ici la porte-parole des élèves, de leurs parents, des associations comme l'association Léa, par exemple, Lutter ensemble autrement, ou encore des AESH de ma circonscription. Effectivement, dans le PLF pour 2024, le gouvernement a prévu, dans cet article 53 qui est revenu après la navette, de créer 100 pôles d'appui à la scolarité, les PASS, dès la rentrée 2024. Ils seront chargés
de rendre plus accessible l'école aux enfants en situation de handicap en leur offrant la scolarité la plus adaptée, en réduisant les délais de réponse et en facilitant les démarches pour les familles. Quel beau programme! Toutefois, il n'explique pas que ce choc de simplification signifie la précarisation du droit à la compensation des élèves en situation de handicap, pourtant prévu par la loi du 11 février 2005. En confiant l'évaluation des besoins des élèves en situation de handicap au PASS, à la place des MDPH, le gouvernement prive ses enfants d'une garantie de neutralité et d'impartialité. L'éducation nationale ne peut pas être tout à la fois juge et partie dans l'évaluation des besoins et notamment la définition de la quotité horaire nécessaire à la scolarité de ses élèves. Alors, Madame et Monsieur les rapporteurs, en m'excusant d'être arrivés en retard, comme moi, vous constatez que les familles attendent que nous les aidions à répondre aux besoins de leurs enfants. Ne pensez-vous pas qu'il faille d'abord alléger et rationaliser la constitution des dossiers MDPH au lieu d'écarter les parents de la définition des besoins de leurs enfants? Merci. Alors, j'ai vu que Madame Standbach-Ternoir avait demandé la parole. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente et merci Madame et Monsieur les rapporteurs pour votre travail. Donc votre rapport évoque les propos de Monsieur Mathieu Lahaye, sous-directeur des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires à la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui indique donc que l'éducation nationale pourrait devenir pilote dans la prescription pédagogique, tandis que les MDPH conserveraient la mission de reconnaissance du handicap. Et en effet, donc l'article 53 du projet de loi de finances 2024, donc qui a été réintégré malgré notre rejet, confie à des pôles d'appui à la scolarité, donc les PASS, le dispositif qui va remplacer donc les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, la charge d'expertiser les besoins des élèves et de définir les réponses dites de premier niveau, dont le périmètre est très large, puisque ça comprend les adaptations pédagogiques, le matériel pédagogique adapté ou encore l'intervention de personnel de l'éducation nationale en renfort. Mais d'autre part, lorsque la famille de l'élève demande la reconnaissance d'un handicap par la MDPH, ce sont aussi ces PASS qui vont déterminer les modalités de mise en œuvre et la quotité horaire, ça a été dit, de l'aide préconisée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ce nouveau dispositif sera créé dans certains départements dès la rentrée 2024 et généralisé en 2026. Or, la façon dont l'accord de la famille est pris en compte dans tout ça n'est pas du tout précisée. Et par ailleurs, jusqu'ici, on faisait donc intervenir une équipe pluridisciplinaire, indépendante de la hiérarchie de l'éducation nationale, pour la définition des besoins. Et là, donc, ce ne sera plus le cas. Il y a un risque évident que les modalités de l'aide soient définies par les PASS au regard des moyens dont dispose l'éducation nationale, que l'on sait tout à fait insuffisants, et non au regard des besoins de l'élève. Donc, au terme de vos recherches, est-ce que vous auriez des préconisations pour que les mesures de compensation ne soient pas conditionnées par la pénurie de moyens qu'on constate aujourd'hui? Monsieur Pouillat. Oui, merci Madame la Présidente. Toute question un petit peu plus légère, parce que je n'ai pas pour habitude, moi, de remettre en cause la probité des services publics. Mais pourquoi vous avez fait le choix du déplacement en Angleterre, à Londres? Pourquoi ce choix anglais? Parce qu'on ne pense pas forcément au modèle anglais en matière éducative vertueux, donc voilà, je voudrais avoir j'ai rien contre le modèle anglais, mais voilà, c'est pas forcément le premier pays qui vient, donc je voulais avoir la raison de ce choix. Voilà, merci. Et si vous me permettez, je vais conclure par quelques questions. J'ai trouvé intéressant dans votre rapport de dire que la solution pour l'autonomie des enfants n'était pas toujours la nécessité d'avoir une AESH à ses côtés. Il y a quelques années, je me rappelle qu'il était possible de faire des aménagements de scolarité pour les enfants, notamment dyslexiques, etc. Or, j'ai l'impression que maintenant, il faut absolument passer par les MDPH. Est-ce qu'il n'y a pas là eu une dérive, ou est-ce que vous avez étudié avec l'éducation nationale s'ils ne pouvaient pas eux-mêmes peut-être proposer des aménagements sans passer par la lourdeur de la MDPH? Ma deuxième question, c'est vous indiquez qu'il faudrait avoir une réflexion cycle, mais justement, tout ce qui est besoin autistique, etc., est-ce que ça évolue pas au cours d'un cycle? C'était la question que je me posais. Et est-ce qu'on ne passe pas à côté, justement, si on passe en cycle plutôt qu'en annuel? Et puis ma dernière question, est-ce que, parce que dans mon territoire, on m'en parle, certains enseignants me disent être quand même en difficulté avec cette inclusion à tout prix de certains handicaps dans les classes, certains types de handicap. Est-ce que vous avez eu ce type de remontée? Et pour le reste, je me rapproche des questions qui ont été posées de part et d'autre, donc je ne vais pas en rajouter. Je crois que vous avez de quoi nous répondre. Je vous remercie. Merci pour vos nombreuses questions qui
permettent pour nous de non seulement de compléter, mais aussi mettre le doigt sur ce qui ont été des sujets de débat en réalité, parce qu'il y a évidemment, à l'issue de ce rapport, un certain nombre de sujets qu'on aurait aimé d'ailleurs poursuivre. Peut-être répondre à une question, pourquoi l'Angleterre? Tout simplement parce que l'un des débats qu'on a, c'est institutionnalisation ou désinstitutionnalisation. Et très souvent, on cite l'Italie comme modèle de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire de volonté d'inclure un système qu'on pourrait qualifier de tout inclusif. Et on souhaitait trouver d'autres pistes différentes qui nous challengent un petit peu, qui nous permettent de sortir de notre zone de confort. Et ce qui était très intéressant, c'est que le modèle britannique est décentralisé, fonctionne beaucoup plus à partir de l'autonomie qui est accordée aux établissements. Et ce qu'on a vu, ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu constater était très séduisant dans le sens où il y a la même universalité du droit à la scolarisation qui est mise en œuvre, mais avec dans la pratique une adaptation des moyens au plus près du terrain. Et toutes les difficultés qu'on avait en matière de rigidité, on ne les a pas retrouvées là-bas. On a trouvé des chefs d'établissement qui pouvaient mobiliser des équipes, les construire, les adapter en cours d'année, n'étaient pas prisonniers en permanence des délais d'autorisation, mais pouvaient ajuster. Et s'ils avaient besoin de besoins supplémentaires, les demander en cours d'année. Et en termes d'efficacité, c'était assez intéressant. C'était motivant pour les équipes qui s'appropriaient la politique du handicap au lieu de la subir. Malheureusement, l'un des biais qu'on a souvent en France, c'est qu'on a des enseignants, comme vous le disiez, Madame la Présidente, qui ont parfois l'impression de subir les demandes, de subir le flux, de devoir concilier des choses qui ne le sont pas toujours. Le modèle anglais propose, sur cette base de cette autonomie, quelque chose qui est tout à fait intéressant, à condition d'être capable de faire franchir à l'ensemble de l'éducation nationale le palier de la décentralisation. Aujourd'hui, on est dans une éducation nationale qui est déconcentrée, mais qui n'est pas décentralisée en réalité en France. Il faudrait finalement, pour pouvoir répondre pleinement à la question de l'école inclusive, faire bouger l'ensemble de l'éducation nationale. Et c'est ça qui est intéressant dans le débat que pose la question du handicap à l'école. Et on le voit finalement à travers toutes les difficultés qu'on rencontre en matière de procédure, en matière de financement, en matière de ressources humaines. Voilà. Sur les différents points que vous avez... Si je peux me permettre, juste est-ce que je peux compléter tes propos sur Londres? Oui, donc du coup, le système anglo-saxon, la compétence est vraiment sur la commune, voire sur le groupe scolaire. Donc je trouve que c'est quand même un élément fort qui nous distingue quand même du modèle français. Et sur une école, c'est même le directeur de l'établissement qui fait le plan de formation des AESH. Donc ça répond un peu en partie à une question qui a été posée sur comment faire en sorte que les directeurs se saisissent du sujet. C'est parce qu'ils en ont toutes les compétences. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir aussi dans le modèle anglo-saxon, c'est qu'il y a un coordinateur référent handicap sur chaque groupe scolaire. Et attention, là, ils ne sont pas partis sur un système où qui dit un enfant en situation de handicap ou à besoin particulier, parce que c'est quand même bien distinct, on attribue forcément une aide humaine, mais ils sont en train de sortir du tout compensatoire, j'ai envie de dire, et ça rejoint ce que vous dites, Perrine, dans la mesure où, en fait, chaque enseignant dans chaque classe de primaire est accompagné d'une personne supplémentaire qui elle-même est formée, mais on ne multiplie pas les AESH, parce que finalement, ça finit par faire un écran. Et ça, on l'a entendu dans de nombreux témoignages, ça fait écran finalement à l'instit de référence, le professeur de référence de la classe. Et en fait, je pense qu'il faut sortir finalement de ce schéma qui perdure depuis des années. Et de par vos réflexions, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, la référence, c'est un enfant avec besoin particulier rentre à l'école, forcément, il faut lui attribuer des heures d'accompagnement. Non, en fait, je pense qu'on est en train vraiment les mesures de la CNH l'ont confirmé, on est en train de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de sortir de ce tout compensatoire, il faut que ce soit les enseignants qui se réapproprient l'accessibilité pédagogique. Et non pas que ce soit les AESH qui soient en mesure de tout apporter. En fait, pour moi, c'est clair qu'on a déplacé finalement presque la compétence. Enfin, moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Non, mais c'était un complément très juste. En fait,
il y a la même mise à disposition de moyens en Angleterre. Il y a une obligation de résultat pour les établissements et à la fin une plus grande souplesse et une liberté pour l'adapter. C'est ça qui était extrêmement intéressant. Tout n'est pas forcément transposable parce qu'on a des particularités culturelles, hein, comme en Italie il y en avait d'autres qui étaient aussi des biais. Voilà. Sur les différentes questions, notamment sur l'importance des MDPH, on a des acteurs qui reconnaissent localement l'engagement des interlocuteurs qu'ils ont. Ça, il n'y a pas de doute. Mais on a en réalité, en fonction des départements, des situations qui sont très diverses, très hétérogènes, en fonction de la taille des départements et des moyens que les départements peuvent y allouer. Et donc, aujourd'hui, ces situations inégalitaires, elles révèlent tout simplement qu'on n'est pas capable d'assurer le même droit à l'éducation aux enfants à la fin, puisque c'est bien les enfants qui sont l'usager final et le bénéficiaire fiscal, la cible de la politique en question. Donc, on n'a pas forcément vu d'acteurs nous dire qu'il fallait déconstruire les MDPH. Loin de là, beaucoup considéraient que c'était des avancées et que la loi 2005 avait été une avancée significative pour protéger et pour donner des droits supplémentaires aux enfants. Par contre, il est vrai qu'on a un souci dans le pilotage territorial. Voilà. Il y a une vraie nécessité de réaffecter les moyens au plus près du terrain et notamment dans la gestion des AESH. Sur les AESH et sur la formation de ces AESH, ce qui est ressorti, c'est effectivement la complexité de leur emploi du temps. Qu'il faille rémunérer mieux les AESH, on est tous d'accord ici, on en a débattu plusieurs fois, il y a un consensus et une unanimité. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des temps de formation? Je pense qu'il y a deux types de cas, sur le plan très pragmatique. Il y a le cas où les AESH sont déjà en poste. Si c'est des AESH qui ont été recrutés, il me semble que la formation doit être sur un temps qui est rémunéré, par nature. Puis après, il y a aussi le fait de savoir comment est-ce qu'on gère les AESH à l'avenir. Est-ce qu'on peut trouver normal qu'on recrute des personnes et qu'on les forme après? C'est quand même très problématique. C'est l'un des seuls métiers où on forme après. Si on vous recrute comme boulanger, on attend que vous sachiez faire le pain avant qu'on vous ait embauché, plutôt qu'après. Et donc, il y a une vraie construction d'un cursus de formation pour les AESH. Si on considère que c'est un métier, que c'est une expertise, que c'est une expérience, il faut le structurer en amont. Et donc là, on serait dans une formation initiale qui ne serait pas forcément du temps rémunéré. Je pense qu'il faut développer les deux axes. Sur la question des places en structure, c'est un vrai constat et je pense que je vais mettre les pieds dans le plat, mais il faut être très franc là-dessus. On a aujourd'hui considérablement accru l'accompagnement à l'école, mais il y a une totale stabilité du nombre de places, voire dans certains territoires une perte en réalité, puisqu'on a des territoires qui ont gagné des habitants. Donc si on a autant de places et plus d'habitants, c'est qu'il y a un problème. Ce que je, à titre personnel, je n'accepterai pas, ce serait que ce soit l'école qui se retrouve à payer un sous-investissement dans la politique du handicap aujourd'hui. Et c'est ce que je crains, c'est ce que craignent beaucoup d'acteurs. On n'a pas investi ces dernières années pour investir dans des places, et il ne faudrait pas qu'on tombe dans le biais de faire payer demain aux enseignants le fait de ne pas avoir voulu financer des places qui sont beaucoup plus chères. Parce que la vérité, c'est qu'une place à l'école, c'est 8 900 € en moyenne en France, et une place en IME, c'est 40 000. Voilà. Et il ne faut pas que ce soit Bercy qui fasse la politique ni de l'école, ni du handicap. Voilà, je pense que c'est important qu'on ait une ambition qui soit forte là-dessus. Pourquoi? Parce que derrière, les coûts humains, les coûts familiaux, les coûts sociaux sont beaucoup plus importants, et les difficultés que se prennent en pleine figure les familles, malheureusement, on ne les récupère pas quand les familles sont éclatées, séparées, divisées, abîmées, parce que le handicap a été mal accompagné. Et ça fait écho, je crois, à trop de situations qu'on a pu voir dans nos circonscriptions respectives, pour qu'on le passe sous silence. On ne peut pas aujourd'hui, si on veut passer à un acte 2 de l'école inclusive, ne compter que sur l'école. Et c'est aussi pour ça qu'on disait qu'il fallait mettre du médico-social dans l'école. C'est une façon de valoriser ces savoir-faire, de leur faire la juste place, et demain d'investir non seulement sur des places dans les institutions, mais aussi sur des compétences qu'on doit pouvoir introduire dans l'école. Il ne faut pas déconnecter. Ce qui nous est apparu de manière très nette, c'est qu'il n'y avait pas de solution unique, évidemment. Le handicap nous apprend la différence et la capacité à être attentif aux situations. C'est une leçon pour l'école dans son ensemble. Et il faut derrière qu'on décline des solutions qui soient adaptées. Et pour les décliner, la seule manière de le faire, ce n'est pas depuis Paris. C'est même pas depuis le siège du rectorat, c'est à minima au niveau du département, et en réalité au niveau des bassins de vie. C'est la question que posait l'EPIAL. Est-ce qu'il y a bien répondu? C'est un autre débat, mais on a bien vu que ça mettait le doigt sur le fait qu'on ne pouvait répondre aux besoins des établissements et des équipes qu'avec des besoins qui soient au plus proche du terrain, et que la politique de formation en particulier, elle ne peut pas non plus être gérée depuis Paris.
il y a un moment où, sur la formation des directeurs, il doit y avoir un engagement politique. Le ministre et les recteurs doivent dire dans notre académie, voilà le plan de formation, voilà les modalités. Après, sur le terrain, il y a une réponse pratique. Si on veut pouvoir former les AESH qui sont aujourd'hui en fonction, il faut leur dégager du temps. Il faut non seulement rémunérer ces formations, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi, derrière, qu'on ait tout simplement plus d'AESH pour leur décharger du temps. Voilà. Structurellement, c'est comme pour la question des enseignants, il faudrait qu'on ait plus d'enseignants que de classes, il faudrait qu'on ait plus d'AESH que d'enfants à gérer, si on veut pouvoir les former correctement et qu'on soit dans une augmentation qualitative et non pas simplement quantitative. Sur la formation des enseignants, je voudrais insister là-dessus parce que, pas vraiment une question, mais c'est assez complémentaire, je crois. On ne franchira pas de pas significatif dans l'accueil des enfants si on ne forme pas mieux les enseignants. Et autant dans le premier degré, c'est mieux, on a des enseignants qui sont beaucoup plus sensibilisés. Sur le second degré, je pense que tous ceux qui ont été dans l'enseignement ou qui ont des proches savent que le compte n'y est pas. J'étais à l'INSPE il y a quelques années, je n'ai pas eu la moindre heure de formation sur la question du handicap. J'étais en philosophie, ce qui voulait dire qu'en fait, on avait acté le fait qu'en première et en terminale, on n'aurait jamais d'élèves en situation de handicap et qu'on n'aurait jamais à les accompagner vers le bac. C'est quand même un aveu d'échec assez terrible. Le système a intériorisé l'idée qu'on n'avait pas apporté nos jeunes à cette ambition. Et donc aujourd'hui, on doit avoir des réponses très claires sur des piliers qui ne sont pas forcément que budgétaires. Formation, aujourd'hui, on a des crédits qu'on sous-utilise, comme vous le savez. On a quand même clairement une question de mobilisation de ces crédits-là. On a ensuite un aspect pratique. Nous, on parle plutôt sur la décentralisation pour répondre à un certain nombre de difficultés, y compris la question qui a été posée tout à l'heure des défaillances statistiques. Sur les défaillances statistiques, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut d'abord qu'on puisse, au niveau des bassins, remplir la mission que ne faisaient pas nécessairement les PIAL, que ne font pas forcément les inspecteurs en charge des AESH sur les territoires, qui ne le font pas faute de moyens. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas convaincus de la nécessité de le faire, mais qu'ils ne le font pas faute de moyens. Si on veut pouvoir avoir un suivi plus fin, on ne peut pas considérer que c'est un seul inspecteur à l'échelle d'un bassin qui pourra remplir cette mission. On a 153, je crois, inspecteurs en charge du handicap en France, sur un pays de 67 millions d'habitants. C'est un peu léger. C'est un peu léger pour 430 000 enfants. En termes de pilotage politique, c'est quand même pas à la hauteur. Voilà. Je ne voudrais pas manger toutes les questions, mais simplement, Madame la Présidente, sur le fonctionnement par cycle, j'avais bien précisé dans mon intervention liminaire que c'était quand c'était possible. Je ne pense pas qu'il faille que ce soit une règle, et je ne crois pas que ce soit souhaitable. Mais par contre, il faut qu'on ouvre cette possibilité parce qu'il y a des handicaps ou des pathologies sur lesquelles on pourrait tout à fait en tirer profit dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt des MDPH qui auraient moins de dossiers à traiter. Il faut qu'on apporte cette souplesse-là et il ne faut pas qu'on ait une administration qui soit rigide parce que ce que nous apprend le handicap, c'est que toutes les situations, par définition, sont différentes. Oui, si je peux compléter sur plusieurs points, ça fait émerger beaucoup de choses, forcément tout ce qu'on peut échanger. Moi, si je peux me permettre, suite aux différentes auditions, ce qui m'a finalement un peu choquée, et je mets les pieds dans le plat aussi, c'est que aujourd'hui, l'école inclusive, elle promet quoi à ces enfants qui ont des fonctionnements par rapport aux apprentissages différents ? On n'a pas finalement d'évaluation. On n'a pas d'évaluation des objectifs atteints et des compétences qui sont développées à l'école. Et ça, c'est un problème. Parce que si on met des enfants à l'école juste, alors, c'est défendable pour qu'ils soient en lien les uns avec les autres, et le lien social est effectivement quelque chose de très important pour que la barrière des différences tombe. Néanmoins, qu'est-ce qu'on promet au final à ces enfants ? Alors, vraisemblablement, il y a quand même des belles avancées. On voit des enfants... Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a le recul de presque 20 ans, finalement, de la loi de 2005. Et moi, ça m'aurait intéressé de savoir qui sont ces premiers enfants de l'école inclusive qui sont arrivés en 2005 et qui pourraient nous dire qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui en 2023. Excusez-moi, je vais juste interrompre, on va suspendre pour aller voter et je vous propose qu'on revienne juste après. On finira cette conversation juste après si ça vous convient. Et on y va.
mystère. Il faut que je parle. Ah voilà, très bien. Autant pour moi. Donc après cette petite coupure, Servane, je suis désolée, mais il va falloir remettre dedans. Donc je vous laisse faire. Merci. Oui, donc je parlais du manque d'évaluation finalement de qu'est-ce qu'a apporté l'école inclusive à ces enfants qui ont pu en bénéficier il y a maintenant pratiquement 18 ans, puisqu'on est à 18 ans de 2005. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas réussi à élucider, j'ai envie de dire. Moi, je crois que cette loi de 2005, elle a vraiment elle fait véritablement une place aux personnes en situation de handicap. Néanmoins, pour ce qui concerne l'école inclusive, elle a promis des choses à des familles, à des enfants, à des professionnels qui finalement, aujourd'hui, sont en grande souffrance. Et ça, on l'a beaucoup entendu aussi. Après, on ne va pas refaire l'histoire de la formation, mais je crois qu'il faut arrêter d'être dans ce schéma, encore une fois, systématique de la seule compensation qu'on peut trouver, c'est en attitrant un accompagnement humain. Je pense que c'est un bouleversement, encore une fois, des méthodes pédagogiques qu'il faut absolument se voir dessiner. Et notamment dans la formation, ça passera forcément par la formation des enseignants. Pour revenir effectivement au tout inclusif, moi je trouve que je dis souvent que l'école en tant que telle, c'est finalement pas le meilleur vecteur pour l'inclusion. Hein. Je fais exprès de mettre les pieds dans le plat, mais pour moi, il y a la question des loisirs, la question de la culture, de la pratique sportive, où on n'attend pas forcément un rendement particulier. Excusez-moi le mot, il n'est pas joli, mais sur ces enfants-là. Mais juste, si on pouvait commencer cette inclusion par ce biais et ouvrir effectivement ces instituts vers l'extérieur, parce qu'on a besoin de ces institutions. Si aujourd'hui, il manque pratiquement 10 000 places, il y a 10 000 enfants aujourd'hui qui sont en attente d'une place en structure, c'est parce que ce sont des enfants qui se sont souvent, excusez-moi, cassé le nez à l'école. Donc, on veut bien essayer, mais si ça ne marche pas, tel que le système inclusif est proposé aujourd'hui dans l'école de la République, c'est tout à fait entendable de voir que des parents demandent encore des places en institut. Et ça, moi, je le défends ouvertement. J'ai alerté les ministres concernés. On doit absolument être dans cette dichotomie, j'ai envie de dire, mais travailler l'inclusion aussi par d'autres vecteurs, ça, j'en suis convaincue. Pas forcément l'école qui, pour moi, est une très grande marche. Merci beaucoup. Je pense que vous avez raison et il ne faut pas qu'on oublie le médico-social et les établissements avec des places dans le médico-social, parce qu'on a besoin de tous les steps de prise en charge. Par contre, il faut qu'on puisse faire plus de passerelles. Aujourd'hui, un enfant qu'on inscrit en IME, pour revenir même en classe Ulysse, c'est compliqué. Et ça, je pense qu'on a un vrai sujet, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder, mais de passerelle d'un dispositif à l'autre, qui est aujourd'hui un manque pour moi important. Et après, j'avais autre chose, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Non. Oui. Du coup, les MDPH, on en a un petit peu, on l'a un peu évoqué, mais est-ce que vous avez, j'ai vu que vous vous demandiez est-ce qu'il y a un enseignant en premier et deuxième degré. Normalement, il y a déjà des enseignants. Pourquoi rajouter ces enseignants-là dans ce que vous avez mis dans le rapport? Alors, je suis un petit peu... Dans la commission départementale. Alors, manifestement, des retours qu'on a eus, pas forcément. Voilà. Ouais, ça a été remonté dans les auditions. C'est pas manifestement systématique. Alors, est-ce qu'il n'y a personne à l'éducation nationale ou c'est des administratifs et pas des enseignants et que vous voulez que ce soit des enseignants? En tout cas, ce ne sont pas systématiquement des enseignants, d'après les retours qu'on a eus. Oui.
effectivement, dans ce cas-là, c'est un vrai sujet pour savoir comment on accompagne mieux les enfants en CDAPH. Est-ce que vous avez des questions, des précisions que vous vouliez leur demander à ce niveau-là? Juste vous remercier pour la qualité et l'exhaustivité de la réponse. Je vois qu'on va effectivement dans le même sens sur bon nombre de points. Donc, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Alors, il nous reste un acte administratif, c'est la publication de ce rapport. Est-ce que des personnes s'opposent à la publication de ce rapport? S'abstiennent? Non. Donc, eh bien, la publication de ce rapport est validée. Je tiens effectivement moi aussi à vous remercier pour ce travail. Il va falloir maintenant qu'on l'accompagne pour essayer de faire évoluer les dispositifs, car on en a tous besoin. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Moi, j'ai envie de dire quand même que je reste quand même très optimiste par rapport à ce rapprochement de l'éducation nationale et du médico-social qui a été clairement annoncé quand même dans la conférence nationale du handicap, le comité interministériel du handicap. Je pense qu'on est en train vraiment de prendre le bon tournant. Voilà. Après, c'est sûr, il faudra qu'il y ait des moyens qui suivent. Voilà. Je voudrais peut-être simplement remercier à nouveau notre administratrice parce que on a eu un rythme soutenu d'audition, un déplacement, beaucoup de retours divers et variés. Et remercier aussi toutes les personnes qu'on a pu auditionner et qui peut-être regarderont cette audition, enfin cette présentation de rapport, on l'espère, parce que on a eu beaucoup de matière. On a eu des témoignages très différents, des versants administratifs, mais aussi beaucoup d'humains. Et c'est peut-être ça finalement qu'on souhaitait mettre en avant dans ce rapport, c'est qu'au-delà des règles administratives, il faut qu'on arrive à remettre l'enfant, la famille au cœur du projet éducatif de l'école inclusive. Ce qu'on a peut-être perdu de vue. Je pense que quand en 2005 on vote la loi, c'est parce qu'il y avait une attente des familles et qu'on essaye d'adapter l'école à cette demande-là et que finalement 20 ans après, on a massifié, on a des chiffres qui sont flatteurs, mais on a peut-être un peu perdu de vue que derrière les chiffres, il y avait des familles et que quand on a un enfant qui est scolarisé 1 heure ou 2 heures, on est sans doute passé encore à côté de beaucoup de choses. Voilà. Remettre l'humain au cœur du sujet et au cœur de l'école tout court. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Prochain rendez-vous de la délégation, c'est le 21. Oui, la semaine prochaine avec la ministre Charlotte Cobel qui viendra la semaine prochaine. Donc, je vous invite à venir. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est la semaine des droits des enfants. Enfin, le lundi, c'est la journée internationale des droits des enfants. Que cette délégation fait plusieurs événements la semaine prochaine. Et bien entendu, on espère vous y voir nombreux. Voilà. Pour rappel, on aura le mercredi matin la protection de l'enfance à l'horizon 2035. Le mercredi après-midi, les enfants victimes de violences dans le sport. Jeudi matin, les droits de l'enfant dans les contextes de crise au sens guerre. Donc voilà. Et le jeudi après-midi, grandir dans les Outre-mer, état des lieux des droits de l'enfant. Et je vous invite également le mardi soir, on a le film Le Consentement, qui est diffusé à l'Assemblée nationale, vous savez, qui vient de sortir dans les salles et qui est adapté du livre de Vanessa Springora. Et on a un très beau documentaire également, mercredi soir, de Emma Oudiou sur l'emprise dans le sport. Donc voilà, un beau dispositif et je vous invite bien entendu à aller dans vos territoires lundi pour cette journée des droits de l'enfant. Et donc Charlotte Cobel, 13h30, mardi prochain, pour lui poser toutes nos questions sur l'enfance dans le cadre de cette semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et donc à la semaine prochaine.